Comme le programme du colloque a été préparé des mois à l'avance, l'Irak et le Liban ne feront pas partie de cette session. Nous parlerons du Soudan et de l'Algérie, mais j'espère que Loulou El-Rachid parlera des événements en Irak et que le cas du Liban sera discuté lors des questions avec l'audience tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on fait le même ordre qu'il y a là? OK. Alors, on commence avec professeur Bayard, Jean-François Bayard, qui est professeur au Graduate Institute à Genève et titulaire de la chaire Yves Ultramar, religion et politique dans le monde contemporain. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci au CAREP et au Collège de France de bien avoir voulu m'inviter. Vous me comprendrez si je place mon intervention en hommage à nos deux collègues arrêtés en Iran, prisonniers scientifiques en Iran depuis le 5 juin, Fariba Adelkha et Roland Marchal, dont l'éclairage nous serait aujourd'hui très précieux. Puisque je suis tribalement, ethniquement ou confessionnellement politiste d'origine, je me permettrai d'emblée de mettre à l'écart la problématique de la transitologie et la notion même de transition, et je suis désolé d'être peut-être désagréable par rapport à l'objet de ce colloque, et je propose de lui substituer la démarche de la sociologie historique et comparée du politique, qui est seule à même, à mon avis, de comprendre simultanément l'universalité à laquelle participent les mobilisations politiques dans le monde arabe comme ailleurs, aussi bien effectivement dans l'ère culturelle européenne que dans l'ère culturelle subsaharienne, par exemple. Donc de penser l'universalité de ces mouvements et simultanément leur historicité propre. Et je voudrais pour ce faire développer 3 points. Le premier d'entre eux, chers collègues, je vais me faire l'avocat du diable, et je voudrais suggérer 4 raisons de conserver l'expression des printemps arabes, en partageant l'irritation qu'elle peut provoquer chez certains d'entre nous, notamment l'usage qui en a été fait dans les médias. Mais il me semble que cette notion, en tant que chronotype, c'est-à-dire en tant que type idéal, a 4 utilités. Premièrement, l'expression les printemps arabes met le doigt sur cet effet d'entraînement qu'il y a eu en 2011 d'une situation à l'autre, tout en rappelant que chacune des situations concernées avait précisément son historicité propre. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1848 en Europe et au-delà, puisque vous savez que les printemps des peuples s'étaient étendus à l'Amérique latine. Il est clair que la révolution de 1848 à Paris n'avait pas grand-chose à voir avec les événements à Vienne ou à Budapest. Et néanmoins, il y a eu un effet d'entraînement. Et je crois que cette logique d'ensemble est importante. Deuxièmement, le chronotype de 1848 nous rappelle qu'il peut y avoir une révolution politique qui s'articule et éventuellement qui dissimule ou encore qui réprime une révolution sociale. Et là, c'est le chronotype 1848 français qui est le plus utile. Révolution politique en février 1848. En juin 1848, écrasement par les élites révolutionnaires politiques du mouvement social, de la révolution ouvrière, et finalement, décembre 1851, coup d'État de Louis Bonaparte et instauration d'un régime autoritaire. Bien entendu, ce parcours, nous le voyons dans un certain nombre de situations dites arabes en 2011, où, par exemple, en Tunisie, il y a bel et bien une révolution politique
politique, mais également derrière une protestation sociale. Alors, il n'y a pas encore eu juin 1848, mais quand même une incapacité de la révolution politique à porter, à prendre en considération la révolution sociale. Et puis, en Égypte, le chemin de février à décembre a été encore plus court. Troisième avantage de ce chronotype, c'est qu'il nous rappelle l'imbrication de la logique nationale, du principe national et de ce que l'on appelle aujourd'hui la globalisation. 1848 est très intéressant de ce point de vue parce que c'est simultanément, et je vous demanderai de garder ce triangle à l'esprit, c'est simultanément le printemps des peuples, l'idée nationale, avec éventuellement la problématique de l'unité, par exemple de l'Allemagne ou de l'Italie. Mais 1848, c'est également le triomphe du libre-échange, le triomphe des grands moyens de communication et de transport globaux. Et l'on voit cette concomitance entre le principe national et le principe de la mondialisation et de la globalisation. Et puis, troisième sommet du triangle, c'est également le romantisme, George Sand, l'exaltation de la campagne, de la paysannerie, tout ce processus d'invention de la tradition, pour reprendre l'expression de deux grands historiens britanniques, Hobsbawm et Ranger. Et d'une certaine manière, nous y sommes en 2011, dans ce monde dit arabe ou arabo-musulman, puisque nous avons simultanément des mouvements qui s'inscrivent dans l'espace national, et qui sont des révolutions politiques nationales, portées ou accompagnées par un islam de marché, pour reprendre l'expression incisive de Patrick Henny, et qui sont également accompagnés du salafisme, du fondamentalisme religieux, qui est un bel exemple d'invention de la tradition et de mouvements identitaristes. Et ce triangle, je le répète, gardons-le à l'esprit pour comprendre peut-être des événements plus contemporains. Et quatrième avantage du chronotype, c'est qu'il nous rappelle qu'une révolution, par exemple celle de 1848 ou celle de 2011, est un processus de capitalisation d'événements antérieurs et également d'acquisition d'un savoir ou d'un capital révolutionnaire qui ne va pas s'évaporer, qui ne va pas être complètement détruit par la répression, par la restauration autoritaire quand celle-ci surgit. Et de ce fait, je partage entièrement l'irritation de Mahmoud ce matin à l'encontre, et également de notre confrère du Carep à l'encontre de la thèse de l'exceptionnalisme arabe, parce que les peuples arabes, dits arabes, n'ont pas attendu 2011 pour se soulever. Les décennies 1960, 1970 ou 70, 80, 90 ont été ponctués d'émeutes, de soulèvements qui n'ont pas capitalisé politiquement parce qu'elles ont été réprimées dans le sang. Alors si effectivement c'est une exception culturelle que d'hésiter à manifester quand on est maté à la mitrailleuse lourde, soit, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la culture, c'est un problème de rapport de force. Donc je crois que le problème dans cette expression printemps arabe, c'est moins le terme de printemps que celui d'arabe. Parce que, rappelons-le, l'expression arabe ou l'expression arabo-musulman est un monstre sémiologique. Tous les arabes ne sont pas musulmans, tous les musulmans ne sont pas arabes, tant s'en faut. Et il y a dans l'espace que nous considérons beaucoup de musulmans qui ne sont pas arabes, qui par exemple sont kurdes ou berbères. Et ça n'est pas complètement étranger, ni aux mobilisations de 2011, ni à celles que nous connaissons depuis quelques mois. Deuxième point de mon raisonnement, ce qui s'est passé en 2011, et sans doute ce qui
en train de se passer relève de trois scénarios comparatifs qui n'ont rien de spécifiquement ni arabe ni musulman et que l'on voit à l'œuvre dans d'autres situations. Le premier scénario, c'est le scénario que j'avais qualifié de restauration autoritaire à propos des grands mouvements de revendication démocratique en Afrique subsaharienne en 1989-1990, grands mouvements de revendication démocratique qui rapidement ont été soit directement matés, soit dévoyés par des stratégies, d'ailleurs très coloniales dans leur ingénierie, de division des oppositions démocratiques par la création de partis à l'infini. Le plus grand partisan du multipartisme en Afrique en 1990, c'était M. Biya au Cameroun, M. Mobutu au Zaïre, etc., puisque chacun d'entre eux avait créé une dizaine, une trentaine ou une quarantaine de partis, selon la bonne vieille logique de l'administration coloniale, pour diviser, en l'occurrence, l'opposition démocratique, à l'époque coloniale, le mouvement nationaliste. Donc ce processus de restauration autoritaire, nous le voyons très rapidement prévaloir en Égypte, dans le cadre qu'a rappelé Stéphane ce matin. Nous le voyons prévaloir en Syrie au prix d'une guerre civile, et le scénario syrien nous renvoie au scénario algérien des années 1990, et bien sûr au Bahreïn. Deuxièmement, le scénario de modernisation conservatrice. Selon la vieille formule de Lampedusa, dans le Guépard, faire en sorte que tout reste tel que c'est. Et c'est ce à quoi nous avons assisté en Oman ou au Maroc de manière encore plus magistrale. Et puis le troisième scénario, qui peut être un scénario de restauration autoritaire, mais qui a sa spécificité, c'est donc le scénario de la guerre civile, non seulement en Syrie, mais également au Yémen, en Libye, avec un phénomène politique majeur qui est celui de la milicianisation de la société que le Liban avait connu déjà dans les années 1980. Ces trois scénarios que nous pouvons analyser et que nous pourrions raffiner, mais qui ont l'intérêt de placer la prétendue exception arabe dans un contexte comparatif plus large, laissent dans un angle mort le cas exemplaire et auto-glorifié comme exemplaire par les Tunisiens eux-mêmes, donc celui de la Tunisie, qui est un cas un peu hybride et qui devrait nous amener à relire un livre important de l'un des héros de la sociologie historique et comparée du politique en France, héros T, à savoir Guy Hermet, Aux frontières de la démocratie. Dans cet ouvrage assez provoquant, Guy Hermet nous rappelait que, je cite, paradoxalement, il parle de l'Europe du XIXe siècle, les meilleurs stratèges de la démocratisation ne sont pas toujours les démocrates les plus convaincus, tandis que les fauteurs d'échecs de la démocratie se rangent dans nombre de cas parmi ces héros les plus zélés. Et je crois que le cas de la Tunisie est assez clair, parce que ce cheminement un petit peu oblique, au gré de circonstances qu'a rappelé Stéphane Lacroix ce matin de Ennahda, se traduit par une espèce de réponse conservatrice qui reste plus ou moins dans les clous de la démocratie parlementaire, avec naturellement un refoulement massif de la question sociale, par le biais d'une alliance avec, en particulier, des éléments de Nida Tounes, c'est-à-dire, vous me pardonnerez mon absence complète de prononciation en arabe, c'est-à-dire des néo-bourguibistes ou des néo-bénalistes. Et donc on a une espèce d'alliance conservatrice qui certes ne répond pas à la question sociale, mais qui permet de maintenir la révolution politique de 2011 dans une espèce de cheminement démocratique ou plus ou moins démocratique.
Il faudrait également mentionner le facteur spécifique de l'ingérence ou de l'occupation étrangère. Ingérence de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis au Yémen, occupation de l'Irak par les États-Unis en 2003, intervention militaire occidentale et notamment française en Libye en 2011, intervention de l'Arabie saoudite à Bahreïn. Le cas plus tardif, mais non moins avéré, de la Syrie aujourd'hui, avec l'intervention de l'Iran, de la Russie et de la Turquie. Simplement, cette problématique de l'occupation étrangère, il faut la comprendre au-delà de tout complotisme, ce qui est toujours assez difficile dans la région, il faut bien l'avouer. Il faut la sociologiser, et je crois qu'il y a véritablement une sociologie politique à mener, par exemple, de l'occupation américaine en Irak à partir de 2003. Il faut la comprendre dans l'intégralité de son spectre. Il n'y a pas que les méchants États-Unis ou les méchants occidentaux. Il y a des ingérences, dont peut-être l'une des plus intéressantes est l'irruption de la société de compagnie privée avec ou sans guillemets Weber en Libye. Il faut évoquer, et cela n'est jamais ou quasiment jamais analysé, le problème des conséquences sanitaires de ces occupations ou de ces interventions étrangères. L'on sait par exemple qu'en Irak et en Syrie, des formes tout à fait particulières de cancer ou de résistance aux antibiotiques se sont développées, dans une moindre mesure en Syrie, du fait de l'ampleur de la pollution des villes détruites, amiante, etc., et de l'utilisation d'armes tout à fait problématiques. Et pour finir, quels sont peut-être les éclairages que peuvent apporter ces quelques notations à propos de 2011 au sujet des mobilisations actuelles? Deux remarques préalables. Pour comprendre ces dernières, il faut réintroduire le concept de situation autoritaire au sens de haut systema au Brésil, c'est-à-dire essayer de comprendre que sur des décennies, il peut y avoir des situations autoritaires qui généralement renvoient à des architectures d'économie politique relativement précises, à des structures, par exemple, de classes dominantes ou de rapports de classe, si on prend un vocabulaire un petit peu désuet, et que la perpétuation de ces situations autoritaires peut aller de pair avec des alternances politiques, et par exemple des alternances entre des régimes clairement autoritaires et des régimes démocratiques de multipartisme qui ne remettent pas forcément en cause la structure de l'inégalité sociale. Et puis, deuxième notation, je voudrais que nous revenions à mon triangle magique, globalisation, universalisation de l'État-nation et identitarisme comme idéologie politique de la globalisation, pour voir que les mobilisations actuelles, premièrement, valident le cadre national, et c'est tout à fait frappant au Liban et en Irak aujourd'hui. Deuxièmement, s'attaque à l'économie politique néolibérale de la globalisation. Je crois qu'on le voit bien au Liban, y compris avec la contestation du Hezbollah qui s'est converti au néolibéralisme dans les décennies récentes. C'est ce que l'on voit également en Iran, puisque depuis l'époque Rafsanjani dans les années 1990, et y compris sous Ahmadinejad, c'est bel et bien une politique néolibérale qui prévaut. Et les émeutes d'il y a une semaine ou 10 jours en Iran, c'est le refus de la suppression de subventions dans une pure logique néolibérale. Le cas d'Algérie, je le reconnais, est assez différent de ce point de vue, parce qu'il n'y a pas à proprement parler de néolibéralisme en Algérie. Mais ce qui est intéressant, pour finir, c'est le troisième sommet du triangle, parce qu'il semblerait bien que les mobilisations actuelles tournent le dos à l'identitarisme, c'est-à-dire à la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté, qui a été le principe dominant des situations autoritaires depuis l'effondrement des empires, aussi bien l'Empire ottoman que les empires coloniaux.
Voilà donc quelques remarques dont le souci était précisément de réintroduire notre réflexion à propos des mobilisations du monde dit arabe dans une logique comparatiste avec, bien entendu, pour moi, une petite ironie. J'ai fait mes études, nul n'étant parfait, à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, où le grand modèle que l'on nous enseignait, l'étalon, le parangon de la démocratie, c'était la civic culture, dont l'incarnation était les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ne riez pas aujourd'hui. Je crois que cette espèce d'aller-retour auquel nous invitait, entre autres, Mahmoud est tout à fait salutaire. La démocratie connaît des hauts et des bas, comme nous dirons pudiquement. Et je voudrais également reprendre à mon compte l'expression importante qu'évoquait le docteur Bichrara ce matin, la notion de dignité. Moi, j'ai été très sensible à son propos parce que, travaillant sur l'Afrique de l'Ouest, on voit bien comment non seulement la revendication démocratique, mais également la revendication nationaliste, et rassurez-vous, je finis par là, la revendication nationaliste dans les années 1950 était d'abord une revendication de la dignité. Et derrière ce terme de la dignité, il y avait naturellement le refus de l'indignité de l'occupation coloniale, mais il y avait aussi le refus de la condition servile, qui a été le grand angle mort, non seulement de l'occupation coloniale, mais également de la plupart des mouvements nationalistes. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question de la dignité, elle reste entière dans le monde, disons, arabe. Je crois qu'elle est au cœur de ce qu'on appelle le djihadisme aujourd'hui dans le Sahel, et elle n'est pas complètement absente de l'ère culturelle européenne, parce que les gilets jaunes en France, c'était d'abord une question de dignité, avant d'être un problème de pouvoir d'achat. Je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup. Notre deuxième intervenant aujourd'hui est professeur Abdelwahab El-Afendi. Il est doyen de la faculté de sciences sociales et humaines au Doha Institute for Graduate Studies. Il a également été diplomate au ministère des Affaires étrangères du Soudan pendant les années 90. Malheureusement, ou peut-être heureusement pour vous, je vais parler en arabe. Car mon français n'est pas so bon. السلام عليكم. حقيقة أنا موضوع اليوم حتى أكون مختصر هو نوع المعرفة التي يعني Je vais vous parler de ce qui nourrit les révolutions et pousse au changement démocratique. Est-ce que la transition démocratique est un art ou une science? Certaines personnes considèrent qu'il s'agit là d'un art et certaines institutions organisent des formations et établissent des centres pour former les jeunes à la transition ou au changement ou à la résistance non violente. Et pour nous, politologues, nous considérons qu'il y a un aspect scientifique et un aspect qui porte sur la connaissance. Moi, je vais prendre l'exemple du Soudan. Un jour, M. Azmi Bishara avait parlé du rôle de la révolution tunisienne dans le déclenchement des autres révolutions arabes. Il avait estimé que ceci prouvait qu'il y avait une unité arabe. Personne dans le monde arabe n'a été affecté
affectés par la révolution en Tunisie ou ailleurs. Moi, je m'étais dit, est-ce que le Soudan ne serait pas arabe? Parce qu'il n'y a rien eu jusqu'à tout récemment. Et donc, si je me trompe, vous pouvez me corriger. Je pense que le Soudan a opéré la première révolution réussie après la première guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1964, et cette révolution avait précédé celle de Prague, et en 1985, il y a eu une révolution, et ça avait devancé la révolution des Philippines, mais personne ne réfère à ces révolutions, à l'exemple du Soudan, ni dans le monde arabe ou ailleurs. On ne parle jamais de l'influence, de l'impact. C'est vrai que c'était à contre-courant, ces révolutions, mais la dernière révolution au Soudan a joué le rôle que la révolution tunisienne a joué pour les autres révolutions à l'époque. Et donc, là, on peut dire que ce qui s'est passé au Soudan récemment a servi d'exemple pour le Liban, pour l'Irak, pour l'Algérie. Et il y a eu un changement grâce à cette révolution. Donc cette révolution a eu un grand impact au Soudan. Elle a pu réaliser des résultats positifs. On donne en exemple la révolution américaine, la révolution française, qui n'était pas préméditée. Et parfois, les révolutions s'opèrent par la pensée, comme la révolution bolchevique qui était largement influencée par le marxisme. Et donc là, la révolution des idées a ouvert la porte à la révolution sur le terrain. Pour ce qui concerne le Soudan, les Soudanais ont connu des révolutions en chaîne, à commencer par l'indépendance dans les années 50. Le Soudan avait entamé un processus politique qui avait mené à la révolution et qui lui avait fait l'économie de beaucoup de dégâts. Et à l'époque, la société civile avait un rôle, mais il y avait surtout les partis qui avaient joué un rôle. Et il y a eu aussi un rôle étranger, à savoir le rôle de l'Égypte, de la Grande-Bretagne, et donc avec l'indépendance a commencé par une autodétermination en 1953. Et à l'époque, c'était l'autorité britannique qui avait préparé la constitution, qui avait établi la constitution soudanaise. En 1964, il s'agissait plutôt d'une loi. Donc, on a transformé cette loi en constitution en 1964 et ultérieurement, on a encore réformé, amender cette constitution. Pour ce qui est de la connaissance, la question à poser est la suivante. À quel point ces changements et ces révolutions ont-elles profité, celles qui sont en cours actuellement, ont-elles profité de l'exemple soudanais récent? Nous savons très bien que sous l'indépendance ou dans la lutte de l'indépendance, il y avait une coopération entre les partis. Et en octobre 1964,
et de façon très subite, il y a eu une révolution. Et à l'époque, le gouvernement militaire menait une guerre dans le sud et il paraît que la situation était très gênante dans le sud. Et pour en finir avec cette guerre, le gouvernement a ouvert un dialogue national et a expliqué que l'interdiction de la liberté d'expression était due à cette guerre dans le sud et le gouvernement avait donné à la population à l'époque d'organiser des réunions pour discuter de la situation dans le sud et pour proposer des solutions. Et donc, la population a décidé que si la guerre a eu lieu dans le sud, il s'en est suivi des interdictions concernant la liberté d'expression, la participation à la vie politique. Donc, il fallait changer le gouvernement. Le 21 octobre, وحصل تجمعين من تجمع واحد من le 21 octobre de l'année dernière, un étudiant a été tué. Alors, l'université de Khartoum a décidé d'un rassemblement et il y a eu des appels au rassemblement ailleurs. Et donc, ces deux rassemblements ont été à l'origine de la contestation. Donc, la révolution a commencé le 22 octobre et le régime soudanais a renoncé aussitôt. À l'époque, il n'y avait aucun élément, aucune intervention étrangère et par la suite, quand il y a eu la révolution de 1985, la population se souvenait très bien de ce qui s'était passé le 22 octobre. Il y avait un ensemble d'avocats, de professionnels qui avaient participé à la révolution de 64 et qui étaient là pour la révolution de 1985. Et ils avaient estimé que à l'époque, le gouvernement et les opposants parlaient de cette révolution de 64 qui était pas pacifique et appelaient à s'en inspirer. Et encore plus tard, il y a eu encore une révolution et là, on a voulu suivre l'exemple de celle de 85 et de 64 qui était pacifique. Et parfois, l'on faisait exprès de rappeler la façon dont ça s'était déroulé en 85 et 64. Et à chaque fois qu'il y a une révolution, il y a des rassemblements des partis politiques, de la société civile. Mais il est arrivé dans les années 90 que la révolution, le mouvement de contestation dure longtemps sans issue. En 85, il a été décidé d'organiser une très grande marche vers
vers les centres de pouvoir représentés par l'armée. Mais à chaque fois, les militaires arrivaient à casser les mouvements de contestation, mais cette fois-ci, ils n'avaient pas réussi à le faire. Donc, la révolution d'avril, on vient de me signaler que j'ai terminé. Donc, je vais résumer. Donc, il y a une mémoire des révolutions, il y a des expériences, il y a des personnes qui ont eu des rôles, qui ont joué des rôles dans des révolutions précédentes, mais les révolutions soudanaises ne sont pas préméditées. Parce que en 1973, les étudiants de la faculté de droit ont commencé des manifestations. Les syndicats du rail aussi ont lancé des manifestations, mais ils n'ont pas réussi dans leur mouvement de contestation. Pourtant, ils suivaient l'exemple des révolutions précédentes, mais là, le régime avait pris ses dispositions pour contrer ces mouvements de contestation. Il avait tout fermé, les universités, et donc il a empêché, il a coupé l'herbe, si on veut, sous les pieds des étudiants et des syndicalistes du rail. Là, récemment, à la dernière révolution, on s'est demandé pourquoi le Soudan n'a pas été le premier à mener une révolution au moment où les révolutions du printemps arabe avaient commencé. Au Soudan, le 9 janvier 2011, il y a eu un recensement concernant le Sud et le résultat était une volonté de séparation du Soudan, de séparation du Sud du Soudan. Donc, cette révolution, on s'est inspiré, les manifestants, les contestataires se sont inspirés des révolutions arabes, des médias et excusez-moi, l'interprète s'excuse, il y a eu des tentatives de révolution en 2011, mais elles n'ont pas été couronnées par le succès. On a essayé d'utiliser les médias, le réseau social, etc., mais ça n'avait marché. Et à l'époque, le Soudan subissait des pressions énormes de la part de l'étranger, en particulier les États-Unis. Le désespoir ou l'espoir n'est pas à l'origine du déclenchement de la révolution. Quand il y a la confiance que les partis politiques jouent le rôle, il n'y a pas de révolution. Mais quand les gens voient que les choses ne changent pas, là, ils agissent. Le soulèvement palestinien a eu lieu quand ils ont vu que la révolution palestinienne était basée à Tunis et n'était pas capable d'agir. Voilà pour la connaissance des faits qui émaillent les mouvements de rébellion et de révolte. Et moi, je parle en particulier pour le Soudan. La connaissance des faits révolutionnaires a aidé à inspirer la population. Je vous remercie.
finalement, last but not least, notre dernier intervenant est Hasni Abidi. Il est le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Monsieur Abidi. Merci Madame la Présidente. Merci à la chaire du Moyen-Orient du Collège de France et au CAREP d'avoir initié cette rencontre et merci pour l'invitation. Dans mon exposé, je vais essayer de vous montrer la centralité des dynamiques nationales et des dynamiques locales dans à la fois le processus de sortie de l'autoritarisme, mais aussi le rôle de l'élite dans la facilitation d'un processus de transition ou dans sa complication. 3 points d'abord importants. Le premier point d'ordre méthodologique et 2 points d'ordre factuel qui concernent l'Algérie. Je vais essayer dans mon exposé de vous parler, bien sûr, d'un élément important qui va nous accompagner, c'est ce qu'on appelle la primauté ou le primat du politique, du civil sur le militaire en Algérie, et ce depuis 1956. Deuxième point que je vais développer, c'est bien sûr les fissures au sein d'une élite quelconque et ses conséquences sur le fonctionnement d'un régime politique. Je parlerai enfin du rôle important joué par le président, l'ex-président Bouteflika, et la fonction de ce qu'on appelle en Algérie ce mouvement social, ce Hirak, dans la nouvelle configuration ou le remodelage de nouvelles élites en Algérie et ses conséquences sur la transition. Évidemment, tout ça, si Madame la Présidente nous laisse un petit peu de temps. Le premier élément important, c'est l'élite. Quand je parle de l'élite, de quoi je veux parler de l'élite? Je parle de l'élite dans le sens de Pareto, qui est le premier à avoir travaillé sur l'élite. C'est un groupe de ceux qui excellent ou encore ceux qui se distinguent dans une branche politique, économique ou sociale. Il rajoute, bien sûr, avec Mosca dans un travail intéressant sur les élites, c'est un concept qui nous intéresse parce qu'il permet de discuter l'efficience ou non des régimes politiques. En quelque sorte, ce qui est intéressant, c'est plutôt la fonction de l'élite en tant que concept, mais pas la définition elle-même. C'est ce qu'on va voir un petit peu dans le cas, par exemple, algérien. La deuxième remarque, après celle de la définition de l'élite, c'est bien entendu, vous avez tous remarqué que depuis le 22 février, le premier vendredi de manifestation en Algérie, il y a un débat autour pourquoi ce Hirak n'a pas de leader, pourquoi ce mouvement n'a pas de porte-parole, pourquoi il n'arrive pas à traduire politiquement ces manifestations. Il y a plusieurs raisons, plusieurs réponses. Évidemment, d'abord la peur d'être récupéré, la peur de la cooptation, puisque le régime ou tout régime autoritaire travaille sur la cooptation, ce qu'on appelle en sens politique, faire tourner l'assiette en quelque sorte de la légitimité, mais surtout un élément important, c'est parce qu'on se méfie de l'élite en quelque sorte. On ne veut pas que les porte-paroles ou les leaders d'aujourd'hui deviendront cette élite qui est justement une des raisons principales qui a fait sortir les Algériens dans la rue. Le troisième point, et je vais demander à notre ami s'il peut passer juste une photo, c'est ce mot-là qui est important. Tous les Algériens disent « Daoula Madaniya, Machi Askariya ». En algérien, ça veut dire qu'on veut un État civil et pas un État militaire. Toute la profondeur de ce mouvement réside en quelque sorte dans ce référent à l'histoire de l'Algérie, à l'histoire d'abord mouvement de libération nationale, mais aussi à la construction de l'État algérien, puisque l'armée algérienne est presque antérieure même à l'État de 1962. Parce qu'un des hommes qui a travaillé sur cette idée, c'est, comme vous le connaissez, ceux qui connaissent l'histoire de l'Algérie, Abban Ramdan, déjà en 1956, avait insisté, en formulant bien sûr quelques projets de la construction de l'Algérie, sur l'importance d'avoir un projet de société et surtout d'avoir une tutelle politique sur le militaire. Évidemment, ça froisse et ça a choqué ceux que 2 ans auparavant ont mené la guerre de libération, les premières cartouches dans les Aurès en 1954, puisqu'ils ont dit, nous n'avons pas attendu les intellectuels pour justement déclencher cette révolution. Et d'abord, il faut d'abord faire la révolution, il faut d'abord buter les Français en dehors des frontières, et on verra plus tard les discussions politiques. Jusqu'à aujourd'hui, cette question du primat du politique sur le militaire est une question
essentielle. Bien sûr, elle a plusieurs variations, comme par exemple la question de la légitimité. Après l'indépendance, le pouvoir n'a jamais voulu, il n'a jamais réussi à produire ni à faciliter l'émergence de nouvelles élites. On est resté toujours dans cette relation, dans cette dualité entre l'armée de la libération nationale, qui est devenue l'armée nationale populaire, et le Front de libération nationale, qui est devenu plus tard, surtout après la mort de Boumedienne, la vitrine en quelque sorte civile, ou la vitrine politique de l'armée nationale. À l'intérieur, et bien sûr, de ces deux élites importantes, militaires et politiques, il y a plusieurs orientations, en quelque sorte. Vous avez ce qu'on appelle donc les anciens, donc les déserteurs, l'ADF, les anciens déserteurs de la France, une orientation de militaires francophones qui ont été, bien sûr, dans l'armée française et qui ont rejoint tardivement la révolution algérienne. C'est ceux qui sont distingués dans l'arrêt du processus électoral, et on les a appelés les janviéristes, donc janvier 1990-1990, ou bien sûr les éradicateurs. Mais vous avez une autre tendance aussi, qui est arabo-musulmane, conservatrice en quelque sorte, au sein même de cette armée, et qui aujourd'hui a repris d'ailleurs les choses en main, d'où ce slogan, ou d'où cet appel souvent Badissia Novemberia, les badicistes novemberistes, référence au premier fondateur de l'association des ulémas algériens, Ben Badis, et référence bien sûr au plutôt principe de 1er novembre 1950 pour donner une légitimité, mais aussi une référence historique à l'état-major actuel. On est resté dans cette situation, et je vais essayer de faire vite, Madame la Présidente, on est resté dans cette configuration où évidemment l'élite, ou la fabrication des élites, qui est le miroir en quelque sorte d'une alternance politique, parce que l'élite se forme en exerçant des fonctions, en ayant des postes, mais aussi en ayant des richesses. Le champ social, politique, économique était verrouillé, donc il n'était pas question en tout cas d'émergence de nouvelles élites. Alors, je rentre dans le deuxième point, c'est évidemment la deuxième séquence, c'est celle qui est à mon avis importante, c'est celle de 88, 89, 90. Très importante parce que les prix du pétrole baissent, et aussi, et ce qui est important, et ça répond à mon avis, c'est là je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit M. Azmi Bchara ce matin, où là, évidemment, il y a des fissures au sein de l'élite. L'élite n'est pas encore homogène. L'élite, il y a un esprit du corps, il y a une sorte de asabiya, mais c'est l'objectif en quelque sorte, et la fonction qui fait un petit peu le front commun. Mais à l'intérieur de l'élite, il y a des divergences d'ordre culturel, d'ordre idéologique, etc. Parfois, la menace fait souder un peu cette élite. Et justement, parce qu'il y avait des fissures importantes au sein de cette élite au pouvoir, rappelez-vous bien sûr les grands conflits au sein même, bien sûr d'abord au sein de l'armée, mais entre Cheddi Benjdid, ce président algérien, et avec les autres qui n'ont pas voulu de réforme, et avec le FLN, puisque le chef du FLN a été remercié après les événements d'octobre 1988. Là, c'est une question qui est importante, parce que souvent, des manifestations reflètent en quelque sorte le désaccord au sein du sommet, qu'on n'arrive pas. Alors, le pouvoir étant collégial, l'échec à trouver une solution se traduit par des manifestations externes. Je ne dis pas que le pouvoir manipule parfois les manifestations, mais évidemment, le spontané n'existe pas dans un grand mouvement de foule comme les octobre 88 ou les événements du 22 février. Dans cette perspective, évidemment, parce qu'il fallait faire un choix important, il fallait s'ouvrir avec une nouvelle constitution. C'est là où on a vu un petit peu un FLN un petit peu affaibli, un FLN où, en quelque sorte, aussi une orientation islamiste, il faut le dire, un petit peu conservatrice, qui n'est pas d'accord avec les nouvelles orientations ou le rôle du FLN comme une caution politique à l'ANP. Et d'ailleurs, c'est ce parti du FLN qui est devenu plus tard le premier réservoir du recrutement des associations comme, par exemple, Al-Irshad, souvenez-vous de M. Nahnah, enfin un islamisme un petit peu modéré, et même plus tard du Front islamique du salut. Rappelez-vous qu'Abbas Ibadani était aussi un militant du Front de libération nationale. Donc il y a toujours ces tendances qui parfois deviennent même des fissures et des conflits au sein de ces élites qui ont monopolisé le champ politique en Algérie durant toutes ces années.
Évidemment, M. Hamrouche, qui est l'initiateur de ces réformes, et Chadli Bejdid, n'ont pas pu réussir puisque la pression de l'armée était forte et parce qu'il y avait des grèves générales, en tout cas une situation ingouvernable, et donc la parenthèse démocratique était bouclée. Je reviens à l'autre séquence qui est importante, qui constitue, à mon avis, un tournant, en quelque sorte, dans l'autoritarisme en Algérie, mais aussi dans le fonctionnement des élites. Ben, finalement, c'est le président Bouteflika qui a été appelé à la rescousse par le pouvoir, par les militaires, et Bouteflika se méfie de cette institution militaire. Il a commencé évidemment à travailler de l'intérieur du système. C'est très important parce que j'insiste là-dessus. Comment est-ce qu'on peut finalement compter sur les élites elles-mêmes dans un régime autoritaire pour opérer des changements de l'intérieur quand on est face à la difficulté, l'impossibilité d'imposer un changement par l'extérieur, c'est-à-dire en dehors du système politique, en dehors du régime politique. M. Bouteflika, il commence par deux choses, parce qu'il avait la grande baraka, puisqu'il a réussi, grâce à l'armée, cette loi de la concorde civile. Les prix de pétrole arrivent jusqu'à $120. Il disposait d'une manne pétrolière entre 800 et 1000 milliards de dollars. Il a commencé vraiment à une distribution de la rente pétrolière. D'abord, la création de nouvelles élites. C'est lui qui était derrière la fabrication il est allé voir les zaouïas, les confréries, un rôle très important, mais surtout ce qu'il a fait, il a laissé un petit peu développer ce qu'on appelle le pôle présidentiel, c'est-à-dire que le président n'était plus un homme isolé, un homme marionnette, mais il a aussi en quelque sorte une forme d'élite, de civils, des proches du président, et qui ont des projets différents de ceux de l'armée. L'autre élément qui est, à mon avis, le plus important dans l'analyse du système politique algérien, c'est que depuis 2003, exactement depuis 2013, la maladie de son AVC, M. Bouteflika, et surtout grâce à son frère, il a commencé à la fabrication d'une nouvelle élite économique importante, redoutable. C'est celle-là qui a réussi à même avoir de bonnes relations avec l'institution militaire et le président Bouteflika, mais beaucoup plus proche du pouvoir de Bouteflika que de l'armée. C'est ce qu'on appelle le pôle financier. Donc le FSE, donc le Forum des chefs d'entreprise, est devenu une véritable armée économique capable d'élire, capable bien sûr de gagner des marchés et bien sûr capable aussi donc de promettre des postes de sénateurs, de maires, de chefs, de préfets et de ministres. En voyant l'institution militaire, en voyant en quelque sorte déjà comment le président arrive à diviser l'institution militaire, puisque c'est quand même appuyé sur certains anciens officiers, et surtout la création de ces nouveaux pôles qui sont devenus des vrais concurrents. C'est là où la méfiance, en quelque sorte, a commencé. Mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose pour opérer, à mon avis, un événement important. C'est ce que moi j'appelle le shift. Deux shifts importants caractérisent le système politique algérien. Le premier, évidemment, c'est quand l'état-major de l'armée a vu que les Algériens, quand ils manifestent, pas le premier vendredi, pas le deuxième, mais le troisième, qu'il y avait un mouvement transgénérationnel, que en fait la clientèle classique du régime a abandonné ce pouvoir, a abandonné Bouteflika. Finalement, l'armée a fait un calcul de survie, un calcul stratégique, c'est-à-dire il fallait absolument abandonner ou laisser, ou en fait se débarrasser de cette caution militaire à ce président et dire officiellement que je suis avec la rue. Le deuxième shift qui est important, c'est le shift de l'état-major lui-même. Quand il lui-même décide d'abandonner, il demande au président de partir. Ces deux shifts, à mon avis, sont importants parce que finalement, ils ont façonné un petit peu la séquence politique algérienne. J'arrive à la fin au Hirak pour, évidemment... Mais vous êtes intraitable, madame. Pourtant, j'essaie de faire vite. On m'a dit de terminer la session à 13h. Voilà. J'arrive à cette dernière séquence qui est le Hirak. Le Hirak, évidemment, c'est un mouvement, ce n'est pas une révolution, parce que les Algériens ne demandent pas le départ de l'État, ne demandent pas le départ de l'institution militaire. Ce n'est pas un changement radical. Mais il impulse une certaine dynamique. Cette dynamique, elle est sociopolitique, et même si elle est sans leadership. Ce qui est important dans ce Hirak, c'est qu'il veut changer les modes d'accès au pouvoir.
Il parle, quand on a élaboré, il parle d'état civil, il parle de questions de légitimité, il parle de négociation, de compromis, il parle en quelque sorte de comment peut-on gérer l'après dans une transition et pas une élection qui est ce qu'on appelle, comme vous le savez tous, donc un élément de, en sciences politiques, on appelle plutôt la mise à jour de l'autoritarisme. Il a donné finalement ce Hirak un sens politique à une jeunesse qu'on pensait sans espoir et désespérée. Vous donnez un sens politique à quand même une grande partie de la population. Il a réhabilité, et là je reviens parce que j'insiste sur les dynamiques locales, parfois même suburbaines, une implication active, complicité, les amitiés de quartier, du stade, les connaissances sur les réseaux sociaux pour créer une nouvelle solidarité. Ce sont les modes de nos mobilisations aujourd'hui en Algérie. En quelque sorte, les Algériens ont rétabli ce lien presque perdu et suspendu entre le local et le national, et entre le national et l'international. Quand le pouvoir dit « je veux que les habitants des autres préfectures manifestent chez eux, ils ne viennent pas », et les Algériens viennent même en felouk, ça veut dire qu'en fait on refuse justement cette coupure entre le central et le local. On refuse, comme disait Samir Amin, cette justement coupure entre le centre et la périphérie. Notre combat n'est pas notre combat, il est unique. Et finalement, à mon avis, et puisque j'ai posé la question au début, ce que je veux montrer, c'est que ce mouvement social a remis en cause, puisqu'on parle de transitologie, nos catégories d'analyse qui sont souvent orientées ou centrées sur les modes de mobilisation sociale, sur seulement les élites et leur côté un petit peu soudé, et à mon avis sur aussi la reconstruction et comment reconstruire de nouvelles élites ou comment trouver des passerelles sur des élites dominantes avec bien sûr celles, comme on dit, celles qui sont harcelées ou les élites qui sont marginalisées, mais qui ne demandent que justement une occasion, une opportunité pour sortir. Je pense que l'Algérie est à mon avis un laboratoire inattendu en matière de sciences sociales parce que les retournements et les incertitudes font l'essence même de tout processus de transition. Merci. Merci, monsieur.